Bonsoir copains et copines de Youpi Ciné. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Fiasco. Je vais pas y aller par quatre chemins. Cette vidéo sera pas drôle, elle va être assez intello. Alors, si vous faites pas partie des gens qui aiment se prendre la tête, vous pouvez directement zapper sur l'interview de Weshden dans Small Talk. Non, c'était tout à fait du bashing gratuit. Je n'ai absolument rien contre Weshden. C'est juste que l'autre jour, je me suis endormie devant une vidéo de Weshden et je me suis réveillée sur une vidéo sur les chants quantiques. Et je me demande bien quel chemin a pu prendre mon algorithme. Non, ça va pas être une vidéo super drôle, malgré qu'on va parler d'humour. Alors l'humour, qu'est-ce que c'est? Peut-on rire de tout poète camion surtout en 2024, voilà, telle va être la thématique. Youpi, youpi, youpi ciné, c'est une émission rigolote sur le cinéma et surtout inclusive. On y parle de diversité, parfois c'est drôle et parfois pas. Donc vous allez me dire, ouais mais bon, Fiasco c'est quand même de l'humour potache, voilà, de la gaudriole. Oui, mais en fait, pas que. Et en fait, vraiment, premier degré, je me suis posé des questions assez naïves en regardant la série. Et je me demandais si j'étais la seule à me les poser, et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc l'idée ici, c'est pas de vous énoncer des grandes vérités et de faire une grande TED-conférence sur l'humour, mais vraiment de dire, tiens, là, comment ça se fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais de nouveau, en parlant plutôt des représentations. Parce que bon, mon avis global sur la série, bah déjà, je pense que tout le monde s'en fout, mais si vous voulez la voir quand même, moi ça m'a fait rire, je pense, au moment où c'était pas censé être drôle, au moment où Pierre Ninet est le plus génial, c'est dans les moments où il fait de l'humour un peu à demi-mot ou par sa communication non verbale. Donc moi j'ai commencé à accrocher à la série vraiment à partir de la deuxième moitié, c'est-à-dire à partir du moment où elle avait fait un choix entre l'humour absurde à la Chabat, voilà, on va faire une surenchère de vannes, parce que ça fonctionnait pas toujours super bien dans ce contexte-là, un peu l'humour stand-up, ou bien vraiment proposer une intrigue pseudo-comique, voilà, qui moi je trouve fonctionnait mieux. Mais peu importe, moi ce dont j'avais envie de parler, c'est des thématiques qu'il aborde en fait de manière humoristique, des représentations et modèles dont il se moque. Et pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ou pourquoi ça pose question. Fiasco, entre deux vannes, ben voilà, ça traite de thématiques importantes, notamment s'adresse un portrait de la société post-MeToo, diront certains, certaines, mais moi je trouve MeToo tout court, parce que pour rappel, MeToo ça ne s'arrête pas, ça ne fait que s'amplifier, grâce à des personnes comme Judith Godrèche qui dénoncent pas mal ce qui se passe de chelou dans le milieu du cinéma, mais aussi avec le MeToo stand-up qui a révélé l'enquête Mediapart et Florence Mendes notamment. D'ailleurs, pour commencer dans la bonne humeur, rappelons que Jimo, qui joue dans la série, est inquiété pour l'instant dans des affaires de viol. Hein. Mais globalement, la question MeToo, on va dire, est abordée de manière assez bien tapée, je trouve. Elle pose pas de gros problèmes. Le seul truc, c'est que, bon, là, spoiler alerte, hein, vous voyez ce moment où Raphaël Valande va essayer d'asseoir son autorité par un discours complètement foireux. Enfin, renforcer ce qu'il essaie de déconstruire, mais c'est voulu, hein, je pense, et donc ça fonctionne. Il y a une forme d'autocritique, je pense, voilà, du milieu du cinéma, de la place des hommes dans ce milieu, notamment aussi par le fait que le personnage d'Ingrid, donc l'actrice principale du film de Raphaël Valande, qui est donc le réalisateur foireux incarné par Pierre Ninet, va elle-même se mettre à harceler sous couvert de méthode acting, voilà, méthode Stanislavski, le réalisateur, et donc Pierre Ninet. Et c'est une sorte, je pense aussi, c'est une forme de critique, d'autodérision, si on peut dire, que fait le réalisateur par rapport à ça, il me semble. Quelque part, peut-être que l'idée, c'est de faire passer le message que c'est pas parce qu'on est au cinéma qu'on peut se permettre n'importe quoi, c'est pas parce que la fiction flirte avec la réalité qu'on peut commencer à harceler les gens. Voilà, quelle est la frontière entre les deux? C'est toujours bien de dire oui, mais bon, vous comprenez, c'était sur un tournage, c'était pour les besoins du scénario et de la méthode acting, machin. Donc ça, c'était assez bien juste aussi. Et puis, il y a quand même aussi cette scène de grand mansplaining de Vincent Cassel, hein, qui peut-être aussi est un peu en mode autocritique, fait son mea culpa, je ne sais pas, en incarnant un personnage toxique, enfin voilà, qui sent qu'il est menacé par l'actrice et qui, pour ne pas qu'elle brille plus que lui, va lui donner des mauvais conseils dans un moment où il est assez insupportable. Et après, on sait que Vincent Cassel, c'est quand même pas le mec le plus féministe non plus, hein, qui a quand même sorti des propos
un peu moyen hein, sur le fait que si tous les hommes se mettaient à écouter la part de féminin qu'il y a en eux et qui se montraient vulnérables, c'est pas demain que le monde serait sauvé. C'est pas très grave, mais en même temps c'est pas super non plus. Voilà, est-ce que le choix s'est fait à escient ou pas? Je ne sais pas. Donc ça c'était pour la partie en fait MeToo. C'est chouette parce que ça permet vraiment de montrer voilà, la position délicate dans laquelle se trouvent les personnes qui font du cinéma aujourd'hui et ça va pas plus loin que ça quoi. Maintenant, je dirais au niveau de la diversité, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt classique. Il y a quand même un petit passage où on soulève aussi la difficulté d'être une personne racisée dans le monde professionnel et certainement au cinéma aussi, où il y a une membre de l'équipe, je sais plus ce qu'elle fait, qui est accusée d'être le corbeau et elle dit « Ah, c'est parce que je suis la seule Renoir sur le tournage et tout ». Mais globalement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Enfin, là où ça commence à me poser plus de questions, c'est notamment les vannes sur les personnes en situation de handicap. Autant je me posais jamais la question avant, et à l'époque des Inconnus et tout, ça fonctionnait très bien. Évidemment, bien sûr, c'était une autre époque, mais je trouve que, par exemple, les Inconnus, ils n'ont jamais été problématiques pour moi, parce que, je sais pas si vous vous souvenez du sketch de Froboyau, c'était vraiment une bonne critique du sexisme, et pour moi, il faisait partie de ces garde-fous de la société, un peu comme le fait Brut aujourd'hui, ou d'autres médias comiques satiriques. La satire, elle a sa place dans la société, elle a un pouvoir, elle a un rôle à jouer. Voilà, c'est les bouffons, les fous du roi qui doivent dire le pouvoir, on peut le contester. Et les Inconnus, c'est ça très bien en fait, en se moquant de tout. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient Pascal Légitimus dans leur équipe, qu'on peut même pas qualifier de personnage token, parce que c'était juste un des 3 inconnus, mais du coup, ils prenaient plus de liberté, il me semble, par rapport à ça, et il y avait quand même, dans le sketch sur l'hôpital, donc pas l'hôpital Velpo, mais l'autre, où il critique les médecins, etc., Bernard Campan en grand blackface, tout à fait décomplexé, voilà, en faisant des grands accents africains. Ça passait complètement. Mais je pense que, ouais, Pascal Légitimus, c'était quand même une bonne caution pour ça. Et comme on sentait vraiment qu'il y avait de la critique et que c'était pas de la moquerie, ça passait. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas vraiment pourquoi je compare ça aux Inconnus, mais je me dis que les Inconnus auraient pu faire ce sketch, voilà, utiliser cette mécanique comique de rebondissement, d'effet de surprise, de « Ah, en fait, la personne est handicapée », mais ici, ils le font 2 fois de suite, avec une personne en chaise roulante, et puis avec une personne sourde. Et évidemment, je ne suis pas du tout en mesure de savoir ce que ça fait, voilà, de faire partie d'une minorité et qui est en souffrance et d'être moqué. J'ai déjà entendu certaines personnes qui ne s'offusquent pas et d'autres bien. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est pas un gros risque de faire ça aujourd'hui ? Et en même temps, c'est complètement assumé et on voit de nouveau que l'intention n'est pas mauvaise. Voilà, ça sert vraiment juste une mécanique comique. En fait, c'est comme les gens qui ne comprennent pas. Je sais pas si on peut comparer, mais voilà, que faire de l'humour sur le racisme n'est pas raciste. C'est méta, en fait, c'est faire des blagues sur le racisme en le parodiant. Donc je trouve que c'est super compliqué, en fait, l'humour à doser. Mais donc, c'est le point des proches, hein, le point des proches, où on dit toujours on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il me semble que pour Patrick Simsit, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on sait qu'en fait, on l'utilisait de travers, cette phrase en plus, c'est pas vraiment dans ce sens-là qu'il a dit ça. Et après, il a complété en disant plus tard des proches, il vaut mieux rire de la Shoah avec un juif que jouer au Scrabble avec Klaus Barbie, un truc du genre. En fait, je dis ça juste pour faire une super transition vers le dernier point que j'avais envie d'aborder, qui était la représentation de l'imagerie nazie, de la guerre, de la Shoah, etc., de la collaboration qu'il y a dans cette série. Moi, vraiment, honnêtement, j'ai eu de l'empathie au premier degré pour Raphaël Valande quand il se rend compte que sa grand-mère collabo. C'est juste génial, même si à un moment, bon, on le devine. Enfin, en fait, quand il ouvre la cache, moi je me dis, bon, soit la grand-mère elle est BDSM, soit, ouais, on sent quand même venir le truc, mais c'est quand même génial. Et en fait, moi, je me suis vraiment posé la question prom dog de qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là, en fait. Et du coup, de nouveau, se pose la question de la fiction. Ben ouais, c'est pas grave, en fait, c'est une fiction, on continue. Et en fait, plein de fois dans cette série se pose cette question-là. Enfin, moi, je me suis posé la question, notamment en me disant, tiens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est marrant comme on utilise encore
comme on peut encore utiliser de l'imagerie nazie, des croix gammées, dans des séries et dans des films, et qu'en fait ce ne sera jamais sanctionné, alors qu'on sait qu'arborer de l'imagerie nazie ou d'extrême droite, qui incite à la haine, etc., mais surtout nazie, c'est répréhensible, c'est interdit dans certains pays. Par exemple, en Suisse, j'ai pas trouvé pour la France, mais en Suisse, faire un salut hitlérien, ce n'est pas punissable si l'intention n'est pas à des fins de propagande nazie. On n'incite pas à la haine, et donc typiquement, dans un film, c'est souvent pour dénoncer le régime nazi qu'on le fait. Mais en même temps, un symbole, c'est insignifiant, mais sans son signifié, il n'a plus vraiment la fonction de symbole. Et donc c'est l'essence même du symbole, de signifier quelque chose, d'être visuel et de renvoyer à quelque chose. Et donc rien que le fait de le voir dans un film, de le visualiser, de le diffuser, ça pose question parce que ça renvoie quand même à ça, à toute une souffrance et tout ça. Et même si c'est dans une comédie, c'est chaud. Et donc en fait ça me fait penser à cette vidéo de Sandra Hüller, qui est la femme qui a... Oh là là, cet accent. Qui est l'actrice qui joue dans La Zone d'intérêt et qui expliquait qu'en fait, elle, la glamourisation de l'esthétique nazie, ça ne l'intéressait pas, qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait, dans un métier qu'on aime, s'amuser à broder des petites swastikas, que justement c'est ça qui l'avait intéressé dans ce film, c'était pas abordé de cette manière-là. Et en plus, ici, on est quand même dans de la comédie, mais c'est vrai aussi que c'est depuis toujours qu'on fait de la comédie sur des sujets difficiles. Et Charlie Chaplin, le premier, l'a fait dans Le Dictateur, même si lui, il n'utilisait pas des croix gammées, il aurait quand même pas fait ça. Il était dans la totale parodie, mais on voyait tout à fait à qui il faisait référence. C'était que très peu parodié finalement. Et les risques qu'il prenait, c'était pas les mêmes que Pierre Ninet en faisant ça. Et donc c'est vrai que finalement l'humour, ça permet de dédramatiser, mais il y a une telle cristallisation de souffrance et de protection autour de la Shoah qu'on se dit que, en fait, depuis toujours, on fait ça, et c'est fou, en fait, qu'on continue à le faire. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, c'est un peu tordu, mais c'est des questions que je me pose, quoi. Et puis on fait ça dans plein de films, on a fait ça dans La 7ème compagnie, dans Papy fait de la résistance, dans La Grande Vadrouille, dans tous ces films, on rigole dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. On parodie les nazis, on s'en moque, on les tourne en dérision, et ça fait du bien aussi, c'est une forme de catharsis aussi, bien sûr. Mais je trouve ça marrant encore, en fait, il y a tout ce passage sur la vente aux enchères quand même, dans la série, où il y a le type qui fait un salut nazi, et en fait Pierre Ninet, il est juste génial dans cette scène, et du coup ça vient amener ce truc de critique finalement. Mais voilà, je me posais juste la question finalement des symboles, et que je me dis jusqu'où on peut aller dans l'utilisation des symboles nazis. Et c'est là qu'on se rend compte que mais Hitler, c'était un génie de la communication, c'était un putain de chargé de com, quoi. C'est des images qui restent, qui frappent. L'autre jour, on faisait une animation avec des jeunes, et ils avaient fait une théorie du complot fausse, forcément. Enfin, je veux dire, c'était un exercice pour déconstruire ça. Et en fait, quand on rouvre notre programme, on voit les croix gammées qui apparaissent. Moi, à chaque fois, je suis là, même ici, rien que d'en parler, enfin, je veux dire, dans la série... on met Mein Kampf en vente quand même, dans la vente aux enchères, et chaque fois, moi, ça me fait une espèce de choc. En fait, il y a vraiment un truc qui est super puissant, qui fascine. Oui, la fascination, ça vient du mot fascisme, c'est la même racine, c'est fascinant, c'est glaçant, en fait, mais ça fonctionne. Et vous allez me dire, purée, que ça se prend la tête, quoi. Mais voilà, c'est toutes des questions que je me pose, et puis on s'est encore posé la question avec Thibaut InShape, là, qui est allé faire une vidéo hyper maladroite, à Auschwitz, qui est vraiment un lieu, qui est le lieu qui est le plus consacré, qui est le lieu le plus chargé d'histoires douloureuses, et qui est le plus protégé à ce niveau-là. Et le gars vient faire une vidéo en moule bite et non, j'exagère, je sais plus, mais voilà, Thibaut InShape, quoi, avec un ton totalement à côté de la plaque. Et on comprend que l'intention est bonne et que c'est pour sensibiliser, mais en fait, les questions, c'est pareil quand il y a des youtubeurs qui invitent des politiques. Vous allez trouver que je fais des comparaisons bizarres, mais quand il y a des youtubeurs qui invitent des hommes politiques et qui, en fait, sont pas du tout armés pour leur répondre, en fait, ils leur servent la soupe. L'intention est bonne, c'est de sensibiliser à travers un truc fun à des trucs sérieux, mais c'est quand même chaque fois un putain de risque qu'on prend, et en fait le résultat, une fois qu'il est là, une fois qu'il est diffusé, encore plus pour un film, et le cinéma c'est un média de masse, et donc on n'a pas toujours l'occasion de voir les making-of. Finalement, une fois que la vidéo, le contenu est diffusé, est-ce que c'est pas que le résultat qui compte finalement ? Et l'intention, elle a intérêt à passer dans le résultat, et qu'on ne doive pas aller la chercher ailleurs dans les coulisses, parce que
Et je me dis, voilà, c'est tous les risques que je trouve que Pierre Ninet ou plein d'autres, en fait, prennent au quotidien en faisant des blagues. Et je trouve que c'était audacieux de faire ces blagues sur ces différentes thématiques de manière assumée, comme on le faisait un peu dans les années 90, quoi. Ah oui, et là, et par rapport à ça, par rapport à l'intention aussi, par rapport à la décence, etc. J'en profite pour dire Chaplin, quand il a écrit dans son autobiographie que si il avait su la souffrance que ça allait causer, cette putain de guerre, jamais il n'aurait fait ce film, en fait. Et donc, de nouveau, au niveau de l'intention, bien sûr, il faut remettre dans le contexte. Et puis, c'est pas pareil de faire un film parodique à des fins de sensibilisation, en fait, avant la guerre qu'après. Où en fait, là, il se serait dit, ben non, ce serait indécent de faire ce film. Et voilà, question voilà, que je me pose. Est-ce que vous vous êtes posé aussi ces questions en regardant Fiasco ? Vous attendiez pas à ce que j'aborde ce genre de truc à travers cette série. Moi, voilà, j'aime beaucoup Pierre Ninet. J'espère qu'on va pas trouver des vieux dossiers sur lui. Donc, merci voilà, à ceux qui ont fait l'effort intellectuel de me supporter. Voilà, peut-être que vous allez vous réveiller avec une vidéo sur la reproduction des oursins. Et ce serait intéressant de faire le chemin des algorithmes aussi pour voir comment vous y êtes arrivés. Pour ceux qui sont toujours réveillés, merci beaucoup de suivre cette chaîne. C'est pas toujours abordable, c'est des questions un peu prises de tête. On n'a pas toujours envie de ça quand on a juste envie d'écouter une critique d'un divertissement Netflix. Et c'est chouette si je suis pas la seule à me poser ce genre de questions. Et donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. J'aime pas dire ce genre de truc. Je me sens pas du tout influenceuse. J'ai juste envie de vous parler de ce que j'aime et ce qui m'intéresse. Mais ce serait quand même cool de le faire. Et je vous laisse. Bisous.